Salut à tout le monde. Je sais pas si vous nous entendez, si vous nous voyez, mais apparemment si, depuis un petit moment. Eh ben, ce qu'on peut faire déjà, si on, parce qu'on s'était pas rendu compte qu'on était en direct, Voilà. hein. Voilà. Tu peux me rappeler peut-être tu sais, les questions qu'on avait laissées en suspens. Oui, complètement. Il y La... avait la semaine passée une question de Stéphane. Selon ton point de vue, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Et un deuxième point sur la même question, c'est est-ce que le sens du mot réussite a changé pour toi suite à ton EMI? Mhm. Bah, du coup, enfin pour moi, réussir sa vie, c'est déjà ne plus avoir à se poser de questions si on est en train de la réussir justement. Tu vois, c'est un peu ça ma perception des choses. C'est-à-dire à partir du moment que c'est que je me pose encore des questions sur ce que je suis en train de faire, je suis peut-être à côté, quoi. Donc, je sais pas si ça va bien répondre parce qu'il faut pas aller chercher. Souvent, les gens te demandent quel est le but de la vie, quel est le ci, quel est ça. Enfin voilà, on essaye toujours un peu de globaliser tout ça. Mais, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait aller chercher en soi. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève et je me demande, voilà, pourquoi je me lève et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma journée. Maintenant, de globaliser ça avec tous les autres, non, parce que du coup, on est un peu dans l'erreur. Et voilà. Donc, réussir sa vie, je pense que c'est être au quotidien dans quelque chose qui flotte. Ça ne se calcule pas trop à l'avance, quoi. À partir du moment que c'est que tu te poses aucune question, tu fais ta journée comme tu l'as fait, et que le soir tu vas te coucher sans même te demander ce que tu as fait de ta journée. En fait, je pense qu'on est en plein dedans. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, réussir sa vie, c'est être au quotidien, à l'instant, sans se poser vraiment de questions, savoir si c'est bien, pas bien. Enfin voilà. On en revient un petit peu à l'idée de cadeau, hein. Tu parles de ce qui se passe en ce moment. Ça Ouais, fait partie de ça, alors, finalement. Pas se poser c'est trop de questions et c'est juste ça. avancer. Prendre ça. Et bon, puis même moi, voilà, hein, je te dis, rien qu'aujourd'hui, justement, ce cadeau est un peu commence à être un peu empoisonné, c'est-à-dire que ça commence à faire long, quoi. Voilà. Donc, il faut que je lâche encore tout ça, quoi. Tu vois, enfin, on n'a pas non plus, enfin, on n'est pas toujours à 100% non plus dans ce qu'on dit, quoi. Tu vois, on reste quand même aussi après des êtres humains, quoi. Toujours pas Hein, de machine, hein. On n'est toujours pas des machines, hein. Non. ouais, ouais, voilà. Ça, c'est Et donc, même moi, aujourd'hui, ce confinement, particulièrement aujourd'hui, là, m'a pesé un petit peu, quoi. c'est Donc, vrai. ouais, ouais, ça commence à peser. Quand même, malgré tout, ouais. Ouais, parce que, tu vois, ça, on cherche justement, pourquoi on cherche à faire un live? Pourquoi on cherche à, voilà, enfin, c'est un contact qu'on cherche à avoir, qu'on a Mmh. plus, là, depuis quelques temps. Alors Ouais. oui, il est bénéfique parce que pour te replier un peu sur toi, réfléchir, tu as besoin de calme. Donc du coup, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est un cadeau. C'est voilà, c'est intéressant de se retrouver un petit peu avec soi. Mais je crois que voilà, j'ai fait le tour un petit peu de la question et le contact avec l'autre me manque un peu, quoi. Voilà. Ouais. Donc, c'est un Mais cadeau, mais il faut pas qu'il s'éternise. voilà, c'est ça. Toutes les bonnes blagues ont une fin. C'est ça, c'est ce Et qu'on dit. ouais, J'en profite pour dire bonsoir aux nouveaux arrivants. ouais, Bonsoir Draimobius, désolé. Bonsoir Olivier, bonsoir Ingrid, et bienvenue à tous, hein. ouais. H29, bonsoir aussi à toi. Bonsoir Euh, Marilus. donc là, c'est parti un petit peu bizarre ce soir, mais enfin, c'est pas bien grave, hein, on se met en place. Et Comme Mike. on vous a déjà expliqué, on est un petit peu entre amis, hein, c'est un peu le but des lives, hein, voilà. Et je sais pas, Fi doit avoir encore des soucis de, de matériel, mais bon, si tu as déjà des questions dans le chat, ou n'hésitez Oui, pas oui, oui, j'en ai une. ouais. J'ai une question de Ghislaine qui demande combien de temps après ton EMI t'es-tu aperçu que tu avais un don de magnétiseur? Ah. Euh, alors, combien de temps après ce que j'avais expliqué, j'ai passé à peu près 3 ans et demi derrière mon expérience de mort imminente, très très mal, en fait, très mal en point. C'est un peu le sujet de ce soir, là, on développera un petit peu tout à l'heure. Mais si tu veux, au bout de 3 ans et demi, j'ai croisé une énergéticienne, magnétiseuse, qui m'a fait un soin qui m'a libéré de tout un tas de peurs et d'angoisses par rapport à cette expérience.
Et suite à ça, elle m'a indiqué en fait que j'avais la possibilité d'aller faire du soin. Donc, derrière mon expérience de mort imminente, il y a 3 ans et demi qui se sont passés. Et là, on me initie quelque part à ça. Et derrière cette date-là, j'ai mis encore presque 2 ans pour vraiment accepter le fait d'être magnétisé. Accepter aussi parce que c'est absolument pas ce que je voulais faire. Les gens qui me connaissent, en fait, voilà, avant cette expérience-là, il était hors de question pour moi, toutes ces pratiques, toutes ces choses-là, je l'ai dit déjà 50 fois. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc, de là à me transformer justement comme ça, voilà. Donc, il a fallu que je travaille sur moi par rapport à ça. Que tu Et, acceptes cette situation. ouais, c'est vrai. C'est vraiment accepté. Alors, souvent, les gens disent oui, vous avez de la chance, c'est un cadeau. C'est oui, d'accord. Je peux comprendre que c'est quelque chose qui attire beaucoup et qui est assez magique en fait. Hein. Même moi, pour moi, je le prends comme ça aujourd'hui. Mais au départ, ça a vraiment pas été simple. Et c'est comme je disais au début, hein, tous les gens que j'ai eu en soins, il fallait impérativement qu'ils me fassent un retour sur ce qui s'était passé, quoi. Donc voilà, le combien de temps, on va dire 3 ans et demi, 4 ans, pour me rendre compte de tout ça. Enfin, on m'a encore ouvert les yeux là-dessus. Et puis après, pour être vraiment à 100% dans ce que j'étais en train de faire, voilà, ça a pris encore une année de plus, à peu près. Ouais, ouais. Donc voilà, mais ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on est tous capables hein, de faire tout ça. Hein. Simplement, il faut être dans l'accueil de tout ça et accepter un petit peu ce qui peut se passer par rapport à tout ça. Comme par exemple ce qu'on avait expliqué, les perceptions médium qu'on peut avoir, celles que j'ai eues pour toi, j'en ai d'autres. Ça c'est pareil, c'est des choses aussi qu'il faut accepter. Il faut être capable aussi d'en parler. Voilà, c'est et à partir du moment où c'est qu'on va accepter, qu'on va être capable d'en parler, ben, ça va se mettre en place, on va dire, se développer. Et puis après, ben, c'est quelque part du bonheur, quoi, hein, quand on intègre tout ça. Mais même quand on intègre son expérience de mort imminente, ça devient un bonheur. Mais le chemin qu'il faut faire jusque-là, en fait, est des fois un petit peu difficile. Quoi. Ouais. C'est toujours dans le lâcher prise, en fait. Hein. On en revient toujours à ça. Hein. Le fait de se faire confiance à soi-même et à ce qu'on peut ressentir plutôt qu'à ce qu'on calcule d'habitude. Ouais, c'est vraiment, je dis, accueillir les choses comme elles sont, quoi. Et pas chercher à les justifier, à les mentaliser, à les voilà. Voilà. Vous me recevez? Ah, le voilà quand même lui. Oui. C'était à 20h49, hein, pas. Ouais, je sais, mais il y a eu un petit, voilà, un petit ajustement technique. Bon, au dernier moment, la technique n'a pas voulu. Je finis mon café, il est froid maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Donc bonsoir à tous. Voilà, j'ai raté le début. Ça fait rien. Tu regarderas en replay. Non. Pas de souci. Donc voilà, je vais vous mettre une petite vidéo qui est un extrait alors un petit instant de l'entretien de Nicole Dron qui a été fait par Tistria. Donc ça remonte quand même déjà à combien, 2 ans, 3 ans peut-être. Parce que ça. Oui, au moins. Voilà, donc la chaîne Tistria qu'on ne présente plus, qui a maintenant déjà pas mal de vidéos sur YouTube. Ils sont très bons, ouais, ils sont très bons. Voilà, qui a fait l'interview voilà, incroyable de Frédéric. Hein, donc voilà, on va vous partager un extrait. Et dans cet extrait, Nicole Dron explique à quel point ça a été difficile pour elle de les années où elle a dû se taire. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Sans en parler. Même à mon mari c'était 8-10 ans. Est-ce que vous entendez quelque chose? Et j'ai vécu très mal. Nous, oui, je sais pas. Je ne voudrais plus repasser ce moment-là. Parce que, quelque part, il y avait une peur en moi d'en parler, peur qu'on ne me comprenne pas, qu'on ne me croie pas, peur de passer pour une illuminée, dans le mauvais sens du terme. Et je me reniais pour être comme tout le monde. Ah mais moi je vivais avec, mais je la trahissais quelque part, parce que j'avais peur
Je la trahissais, puis un jour, j'ai dit non, ma fille, tu ne peux plus continuer Donc il y a des petits arrêts. à renier cette expérience-là. Je vais même vous dire une chose. Je crois qu'on peut mourir de se trahir. On peut en- Je pense que ça a coupé chez vous aussi dans le live. Je pense que Bon, l'idée, de toute façon, est là. Simplement, si vous aviez pas fait attention sur son témoignage, le fait de dire, voilà, on peut en mourir, en fait, de rien dire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus terrible à surmonter, c'est ça, vraiment. Alors pour plusieurs choses, pour ce qu'on a à dire déjà, pour nous l'accepter, hein, comme j'expliquais, tu passes à travers un mur. le matérialiser quelque part. Ouais, déjà vraiment l'accepter toi, quoi. Et ce que tu as vécu pour ce que c'est. Et après être capable de le raconter, ça c'est encore une autre chose. Et puis au-delà de ça, de trouver les oreilles qui vont écouter ce que tu as à dire. Et après il y a toujours cette peur du jugement, de voilà, toutes ces choses-là qui sont terribles, terribles. Et on sent le soulagement. Hein. On sent son soulagement une fois qu'elle a terminé par pouvoir en parler. Ouais. On sent tout le poids justement de ce que c'était de ne pas pouvoir en parler. Mais ça le fait à tous. Hein. Il y a pas longtemps, on a fait une petite un petit témoignage d'un monsieur là en Haute-Saône, monsieur Agri, un monsieur qui a fait l'expérience il y a une vingtaine d'années, je crois, qu'on n'a jamais parlé. Et ce petit podcast là qu'on a fait, on l'a simplement enregistré en vocal. Ça lui a fait un bien fou en fait. Et parce qu'il est tombé sur des oreilles qui savaient et qui pouvaient l'entendre. Et ça, c'était important, tu vois. Et si ça en reste que là, c'est déjà quand même beaucoup. C'est pour ça que sur tous les protocoles qu'ils font pour les dans les hôpitaux, dans les choses comme ça, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse nous ou d'autres, c'est pas voilà, des oreilles pour tous ces gens qui ont des choses à raconter. Et ça, c'est ce qu'il faudrait que les scientifiques ils puissent comprendre. C'est ce que j'avais déjà expliqué chez Jans, là, quand on avait échangé un petit peu 2-3 mails, voilà, par rapport à ça. Et je leur avais simplement suggéré, en fait, d'être que des oreilles et sans jugement. Au moins, comme ça libère, ça libère déjà la personne qui a vécu ce truc-là. Ça lui enlève déjà un poids. Et après, il y a peut-être d'autres choses à faire en supplément, forcément, échanger avec des gens qui sont peut-être un peu plus aptes à pouvoir échanger avec tout ça. Mais déjà, dans un premier temps, ouais, c'est juste un dictaphone, en fait, t'enregistres quelqu'un, tu le laisses parler, tu lui poses 2-3 questions comme ça, basiques, mais même pas, il n'y a pas besoin. Quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, il attend pas des questions, il va juste te parler de tout un tas de trucs. Il va juste écouter ça dans la bienveillance, en fait. Ce qu'on a du mal à trouver forcément jusque-là, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un petit peu la prétention que je peux avoir avec cette histoire d'association là, de Emimite, quoi. C'est vraiment offrir une oreille. On l'a déjà eu plusieurs fois d'ailleurs, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens qui restent dans le silence comme ça, ils vont plus facilement s'ouvrir, en tout cas parler à quelqu'un comme moi, ou comme toi, ou à Fi, ou d'autres, hein, mais plus qu'à un médecin, si tu veux, tu vois, il y a quand même déjà quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que moi, combien de fois on m'a dit, bon, j'y vais franco parce que je sais que vous me prendrez pas pour un dingue. Voilà, donc ça c'est hyper important, quoi. Voilà, les gens se lâchent vraiment. Et dans le mot lâcher, c'est pas, je vais pas te raconter n'importe quoi sous prétexte que tu es capable d'entendre n'importe quoi. Évidemment. C'est ça aussi. Hein, ça part pas dans la magie ni dans le fantasme. Hein, c'est vraiment des choses. Voilà.
De toute façon, nous, quand on les écoute, on ressent bien ce qui se passe. Hein. Et quand tu as quelqu'un qui témoigne de son expérience, je te prie de croire que tu sens vraiment le poids des mots et ils sont vraiment choisis. Enfin voilà, donc c'est pas du délire et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que les gens sachent, voilà, quoi. On essaye de structurer quelque chose pour être là, pour écouter, pour aider à avancer, à intégrer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette expérience-là, elle devient magique à partir du moment que c'est que tu vas l'intégrer, quoi. Tant que tu as encore des soucis avec ça, voilà, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire. Je sais pas. Ce que tu dis, on le ressent fortement à travers les différents témoignages. Hein. À chaque fois que je regarde une vidéo de témoignage, je sens justement. Bon, je ne vais pas dire la magie qui opère parce que c'est rarement un premier témoignage qu'on va nous mettre en vidéo. J'ai l'impression qu'à chaque fois que la personne va en parler, elle va se libérer un peu plus justement par rapport à ça. Et ça serait pas mal que ça se généralise, le fait d'avoir des oreilles attentives, même au niveau médical, je veux dire d'avoir une cellule spécialisée là-dedans qui permette, rien que pour le bien-être du patient déjà, de pouvoir se libérer sans attendre 20 ans ou 10 ans ou même un peu moins. Mais je suis complètement d'accord que jusque-là, peut-être que dans les hôpitaux, ils n'ont pas le temps. Ça, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de choses qui. C'est vrai que ça demande du temps aussi. C'est un travail supplémentaire, tout ça. Mais moi, je pense que voilà, il faudrait réfléchir rapidement à tout ça. Alors, Frédéric, oui. Tu sais que tu me connais que je n'oserais jamais te couper dans un élan, mais là, c'est exceptionnel. Je ressens une perception, si tu veux. C'est-à-dire que je vois un visage, si tu veux, dans mon esprit. Et en fait, bon, je me dis, ce serait quand même incroyable si tu pouvais voir la même chose que ce que je vois. Parce que voilà, ce serait. Voilà, salut Pierrot. Donc voilà. Vous m'entendez ou pas? Ah ouais. On vous entend. Oui. Bonsoir. Donc voilà, personne n'était au courant. C'était une petite surprise, voilà, qu'on a fait. Donc on accueille, voilà. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir Pierre Barnerias avec nous, qui est le réalisateur, producteur du film Thanatos, que nous avons eu l'occasion de voir à Dijon il y a quelques semaines, Frédéric et moi. Pierre, comment vas-tu? Très très bien. Et vous? J'ai pris la conversation en cours, mais vous allez bien, tout le monde va bien, tout le monde est confiné. Ça se passe bien. Oui. Ça confine bien, ouais, ça confine bien. Voilà, donc on en profite d'avoir Pierre avec nous. Donc le film Thanatos est sorti fin de l'année dernière, donc c'était fin octobre, si je ne me trompe pas. Fin octobre, absolument. Et peut-être ce qu'on peut dire déjà, c'est toutes les personnes qui nous regardent, si vous voulez poser l'une ou l'autre question à Pierre, n'hésitez pas à la mettre dans la chat box, parce que là, il est avec nous. C'est du live, il pourra répondre tout de suite. On va essayer de pas prendre trop de son temps, évidemment. Non, bon. Moi, j'assiste à votre conversation. Je suis ravi d'être parmi vous, mais je vais apprendre plein de choses, donc je préfère vous entendre. Voilà. Nous, on va quand même profiter que tu sois là. Voilà. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça confine bien, ouais. Donc Pierre, voilà, on en profite que tu sois là pour te poser l'une ou l'autre question, évidemment, par rapport au film Thanatos. La première, évidemment, qu'on se pose, c'est comment est-ce que tu en es arrivé à l'univers des expériences de mort imminente? Ça a été une succession, je pense, c'est un parcours. Hein, moi, ça fait 30 ans que je me bats pour une information positive qui donne du sens à l'information et qui permet de donner des solutions aux grands enjeux de notre société. Et pour avoir eu la chance de couvrir quelques conflits, quelques guerres, je me suis rendu compte que la peur était vraiment la source, malheureusement, de bien des drames. Et il se trouve qu'en faisant une enquête à propos d'un secret qui n'a jamais été révélé par le Vatican et qui annonce toujours la destruction des 3/4 de la planète, je me suis dit, bah voilà, si jamais on devait partir plus tôt, qu'est-ce qui se passe après? Et c'est tout simple. Et donc, vous tapez sur Internet après la vie ou pendant ou après la mort, qu'est-ce qui se passe? Et vous tombez sur des expériences de mort imminente. Et voilà. Donc, et puis c'est facile après de creuser. Et puis ça rentrait complètement dans ma ligne éditoriale, on va dire, qui est une ligne qui, encore une fois, qui essaye de faire une information
voilà, qui nous permet de voir le monde différemment et puis d'agir en fonction. Oui. Alors, merci beaucoup. Et une autre question, évidemment, qu'on pourrait se poser, c'est comment t'es venue l'idée de ce projet de film, Thanatos? Ah ben parce qu'il y a tout. Ce qui est génial, c'est quand vous lisez les témoignages d'expérienceurs, vous dites mais c'est du cinéma. C'est du cinéma, c'est tellement incroyable, c'est tellement il y a tout, il y a de la magie, il y a du suspense, il y a des personnages qui sont étonnants, des histoires, même si elles se ressemblent toutes, elles sont racontées d'une façon complètement différente, donc à chaque fois on s'ennuie pas. On a des gens qui sont rayonnants et qui sont authentiques. Donc, quand vous interviewez, moi, je fais que du documentaire, je fais pas de la fiction. Donc, moi, ce que je recherche, c'est l'authenticité. Et quand vous avez des personnages comme ça qui transpirent à la fois l'authentique, parce qu'on les sent profondément vrais, et en même temps, on a juste envie de savoir à quoi ils carburent, quoi. Parce que ce sont des gens qui rayonnent. Et donc, de leur tendre un micro, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment un sujet pour le cinéma, quoi. Oui. Et après, il suffisait de mettre un habillage, d'essayer de raconter une histoire, d'avoir des expériences complètement différentes pour essayer de capter l'attention de tout le monde. Mais c'est typiquement le genre de sujet, je pense, même pas pour la télévision, mais pour le cinéma. Parce que je pense qu'au cinéma, il y a la musique qui a un vrai rôle. 50% des films tiennent uniquement avec la musique, avec la bande-son. Là, si vous avez une musique qui permet justement de renforcer l'émotion que donnent ces témoignages, bah, c'est gagné, quoi. Mhm. Le but du cinéma, c'est d'émouvoir, c'est d'apporter un autre regard, et bien en même temps, c'est de se sortir d'une salle en disant punaise, j'ai appris quelque chose. Mhm. Et c'est ça qui m'intéressait, de me dire, bah, je vais peut-être pouvoir faire apprendre quelque chose à des gens qui se posent jamais la question de bon, ben, on va où, quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Il y a beaucoup voilà, c'était juste essayer de faire passer un bon moment au public en leur disant, écoutez, vous avez un peu peur de la mort, allez, venez voir un petit peu de ce côté-ci, et puis peut-être qu'après, vous poserez la question d'une façon différente, ou du moins vous aurez des réponses qui vous permettra d'appréhender d'une façon différente de la fin de vie, quoi. Mhm. Alors, il y a une actualité par rapport au film Thanatos pour le week-end de Pâques, et donc voilà, on en profite que tu sois là pour que tu puisses l'annoncer en direct à tout le monde. Oui, bah en fait, le film, il était en pleine ascension. C'était un gros succès en salle, hein. Et moi, je me suis dit, voilà, donc là, ça a été interrompu forcément à cause du Covid-19. Et donc, on va le sortir en VOD. Et on va sortir le film dimanche et lundi en VOD. Et en sachant que, voilà, quasiment une grande partie des recettes ira au SAMU 69, qui nous a ouvert leurs portes, qui nous a ouvert ses portes pour le tournage. Et je voulais vraiment, à travers cette sortie en VOD, également maintenant rendre un petit peu l'ascenseur à ceux qui nous l'ont donné pour ce tournage. Ça n'a pas été simple. Mais et puis moi, j'ai découvert des gens extraordinaires. Les gens du SAMU, voilà, ce sont des héros. Et je ne parle pas que des médecins, je parle de tout le petit personnel. Il n'y a pas de petit personnel pour moi, loin de là, parce qu'on est tous utiles. Quoi que l'on fasse, ça va du balayeur à celui qui va nettoyer tous les jours les portes et autres. Et moi, j'ai découvert un univers incroyable où vraiment les gens donnent leur vie pour essayer de sauver les autres. Et donc, ça me semblait naturel de reverser une partie des petites recettes qu'on va avoir. On va pas faire des mille et des cents, mais c'est juste le geste qui me semble important aujourd'hui de faire dans des moments qui nous concernent tous, quoi. Mm-hmm. Alors, je vais en profiter aussi, si Frédéric ou Vince, ont peut-être une question pour toi. Je sais qu'ils n'étaient pas préparés. Je voulais absolument leur faire cette surprise. Je pense que c'était réussi. Ça, c'est fait. Du coup, on n'a rien préparé. Hein, voilà. Enfin, moi, je prépare jamais rien. Dans le chat que je salue encore pour les nouveaux arrivants. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Non, Marius était déjà là. J'ai de nouveau 2 questions pour Frédéric. N'hésitez pas à poser de nouvelles questions également. On a Olivier qui demande si tu as eu l'occasion, Frédéric, de rencontrer d'autres expérienceurs, justement. Oui, j'ai l'occasion. Oui, pour avoir participé à des groupes de parole. C'est l'association Yans, voilà, en France, là, qui chapeaute un petit peu tout ça.
Et donc, j'ai fait partie quelque temps, voilà, d'un groupe de parole sur Dijon. Donc, on était une petite dizaine. Et puis surtout, donc c'est là que j'ai rencontré d'autres, hein, mais c'est aussi au fil enfin des rencontres et des conférences que je fais un peu partout, quoi. À chaque fois dans une salle, Pierre, t'avais fait le petit test là sur le cinéma, c'est-à-dire dans une salle, alors que ça soit pour le film Thanatos qui est complètement dans le truc, ou une conférence qu'on peut être amené à faire de notre côté. On demande toujours s'il y a des expérienceurs dans la salle, et il y a à peu près 5 à 7% des gens sur place en fait qui ont fait l'expérience. Alors c'est toujours intéressant. Je les attends toujours aussi à la fin pour pouvoir échanger, parler. Et là sur les 7%, il y en a peut-être que 1 ou 2% qui se présentent. Parce qu'il y en a encore beaucoup, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour ça qu'on est là souvent. C'est pour sortir toutes ces personnes-là de l'ombre un petit peu et les contraindre. J'aime pas trop le mot, mais en tout cas les amener Les encourager. à témoigner ou à se faire connaître en tout cas. Pour qu'on puisse avancer avec tout ça. Et justement, le film que tu as fait, Thanatos, c'est intéressant là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plein de retours par rapport à ça, en disant mais moi aussi, alors du coup, je vais témoigner. Tu vois, c'est vraiment important parce que souvent les gens, comment dire, Afi, tu disais voilà, il y a un certain nombre de personnes dans le film. Moi, je peux être sur YouTube. Enfin voilà, d'autres ont fait des lives. Il y a cette espèce de star system qui est pas bon là. Enfin, c'est-à-dire à partir du moment que c'est que tu as été vu quelque part sur un écran, enfin voilà, ça met quelque chose en place qui est à mon sens malsain. Parce que c'est pas fait pour ça. Enfin, faut que vous compreniez, c'est qu'on se met pas en avant pour être des stars. On se met vraiment en avant pour vous montrer que c'est possible et que vous aussi, enfin dans votre canapé, là, ce soir, vous disiez, ouais, ben voilà, j'ai bien envie de raconter mon histoire à ce gars-là ou à quelqu'un d'autre. Hein. Mais voilà, parce que ça fait un bien fou, en fait. Voilà. Souvent, en conférence, on me remercie pour ma conférence. Et moi, je dis, mais c'est moi qui vous remercie. Parce que vous m'avez écouté et je me suis fait du bien, mais incroyable. Et le fait que ça soit un partage, c'est juste magique, quoi. C'est juste magique. Moi, je kiffe ça à fond. Et on est sur le sujet de la mort ou de la prévie ou peu importe comment on appelle ça. À Chambéry, on s'est marré. Enfin, pendant 45 minutes de conférence, les gens ils se sont marrés. Tu ressors de là, c'était quoi le sujet? C'était l'expérience de mort imminente. Ouais, j'ai gagné, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est comme ça qu'il faut appréhender tout ça, quoi. Donc, ouais, c'est ton film. Il est juste parfait pour ça, parce que c'est le cinéma aussi, et ça met un cran supplémentaire à dire waouh, mais voilà. Alors il y a des types qui vont au cinéma pour raconter leur histoire, et leur histoire c'est la même que la mienne. Donc ça c'est vraiment important. Ça fait avancer le truc. Ça me plaît bien. Voilà. Donc je sais. Non, Ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais je te confirme, moi je suis bouleversé parce que le nombre de témoignages que l'on a reçus, et donc du coup on va faire cette chaîne Pana TV, on a reçu plus de quasiment 200 témoignages aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un film, c'est ça, moi je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vraiment un film qui libère la parole. J'ai trouvé intéressant ton hashtag balance ton Noémie. On l'a changé parce qu'on n'a pas mis balance. Maintenant, on a changé, on a transformé balance. On n'a pas mis balance ton ami parce que ça avait un côté un petit peu péjoratif. Donc, on a mis, c'était quoi maintenant? C'est partage. Voilà, partage ton ami. Mais j'ai trouvé ça bien parce que du coup, tu as vu le nombre de personnes qui ont répondu présentes là derrière. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir leur ressenti après. Et toutes ces personnes-là, je pense qu'elles vont 1000 fois mieux qu'avant d'avoir fait quoi que ce soit. Le dossier que Shafi a ouvert est un excellent dossier, grâce sur les gens qui ont du mal à en parler, des gens qui ont… Ça, c'est super intéressant. Oui.
Je te laisse peut-être en parler. Je vais partager simplement deux petites références, voilà, parmi les nombreuses références. Vous savez que la littérature scientifique, bon, on s'y plonge pas la plupart du temps par plaisir ou voilà, c'est un petit peu ardu. Et c'est vrai que pendant des décennies, la littérature scientifique sur les EMI, qu'est-ce qu'elle cherchait à faire? Elle cherchait soit à démontrer qu'il y avait bien quelque chose après la mort, soit à démontrer que en fait, c'était pas ça, c'était le cerveau, c'est une émanation du cerveau, etc. Et donc, c'est vrai que pendant des années, celui qui cherchait à comprendre un petit peu, à sortir de cette polarisation pour comprendre vraiment, voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment, c'était pas évident. Et je voulais souligner deux thèses de doctorat qui sont assez récentes puisqu'elles sont toutes les deux parues en 2018. Il y en a une du docteur Spresser. Elles sont toutes les deux en français. C'est ça qui est bien aussi. C'est que j'ai aussi pas mal de documentation qui est en anglais, mais peut-être pour si on a des personnes qui nous regardent. Alors, c'est vrai que les thèses des doctorats, c'est très lourd. Ça fait entre 200 et 300 pages. C'est pas évident, mais ces deux-là sont vraiment intéressantes parce que eh ben, on n'est plus sur prouver que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. On n'est pas non plus sur le tunnel, la lumière, etc. Voilà, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. On est vraiment plus sur comprendre ce que les personnes vivent à leur retour. Et donc, par exemple, dans la thèse du docteur Spresser, je vais vous lire un petit passage. Alors, il y a beaucoup de passages intéressants, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, j'invite tout simplement de taper. On mettra les références en bas de la vidéo. Donc, la première phrase que je vais vous lire, c'est quelque chose qui rappelle le thème de la semaine dernière. C'est chacun d'entre eux, donc il parle des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, a lourdement insisté sur le caractère incontestable, irréductible de ce qu'ils ont vécu, ne correspondant à rien de ce qu'ils ont connu. Donc ça, on en a parlé la semaine passée. C'est pas un rêve, ça ne ressemble pas à une autre expérience qu'on a déjà eue, c'est autre chose, c'est plus fort, c'est plus réel. La phrase suivante, c'est cette phrase-là sur laquelle je te proposerai de rebondir, Frédéric. Il dit « Nous parlons donc bien ici d'un témoignage d'une vérité, une vérité qu'ils ne peuvent qu'endurer. » Donc c'est un petit peu comme si ils avaient pris voilà, cette vérité comme une gifle. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu fort comme mot, ou je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté, c'est-à-dire qu'ils sont sortis quelque part du conditionnement dans lequel ils étaient ici, ont perçu les choses telles qu'elles sont vraiment, puisqu'il n'y a plus de filtre, voilà, les choses, on les perçoit telles qu'elles sont. Puis à un moment donné, on revient, et après, il faut faire face à ça, quoi. C'est-à-dire, non seulement, c'est pas juste un souvenir, c'est que c'est présent. Un souvenir, bon, des fois, on n'y pense pas. Tandis que dans de nombreux témoignages, beaucoup de personnes voilà, qui ont vécu une EMI disent mon EMI, elle est présente. J'ai pas besoin d'y penser, elle est là. Et donc voilà, cette vérité qu'ils ne peuvent qu'endurer, c'est les paroles d'un médecin. Hein, c'est donc la thèse de doctorat du docteur Spresser de 2018. Je te laisse un petit peu rebondir là-dessus, Frédéric. Mais ça me plaît bien parce que endurer, c'est vraiment le mot. Hein. Tu vois dans le petit extrait aussi pareil, Nicole qui dit qu'on pourrait mourir de se taire. Donc tu vois tout ce qui se passe dans la tête comme ça. J'en parle pas. Qu'est-ce que j'en fais? C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Là, il faudrait vraiment que les choses bougent vraiment pour ça, parce que moi ça va. Je suis une bonne composition, on va dire, et rock'n'roll. Donc j'aime bien me faire chahuter dans tous les sens, et ça me va bien. Mais je me mets à la place des gens qui sont très carrés, très voilà, ça doit les chambouler sérieusement, voilà, et beaucoup plus que ce que ça a pu le faire pour moi. Et pourtant, ça m'a moi déjà mis par terre quand même. Et donc ouais, c'est important que les mots soient compris. Souvent, on nous regarde comme ça, avec des yeux un peu qui brillent, en disant vous avez de la chance, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Ouais, j'endure ce souvenir-là 24 heures sur 24. Ouais. Maintenant, je l'endure un peu moins parce que tu vois, je suis là et on se marre et j'en parle et je me libère en fait quelque part. Hein, je me soigne avec vous à chaque fois.
que j'en parle, je me soigne. C'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Hein. Et tous ceux qui vont être amenés à en parler te diront la même chose, quoi. Vraiment. C'est mais voilà. C'est thérapeutique. Ouais. Ouais, c'est thérapeutique, mais après ça gêne un peu parce que du coup moi je me suis un petit peu battu dans le sens où pour dire mais je suis pas fou, tu vois. Je suis pas fou et ce que j'ai vécu c'est quelque chose, je sais pas quoi, mais je suis pas fou. Alors, quand on parle de thérapeutique, tu vois, c'est qu'il y a un souci quand même, quoi. Enfin voilà, c'est donc c'est gênant quand même, mais voilà comment trouver d'autres mots pour ça? Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Pour être simple, ça fait du bien d'en parler. Maintenant, pourquoi ça fait autant de mal que ça de rien dire? Je sais pas quoi. Mais Alors, je vais peut-être pouvoir expliquer quelque chose que tout le monde pourra comprendre, même ceux qui n'ont pas fait de EMI. Donc ça, c'est l'intérêt. C'est en quoi le fait de parler d'un problème peut nous aider à le résoudre. Je vais donner un exemple très simple, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec des collègues, ils ont compris tout de suite. Imaginez que vous êtes au travail ou voilà, vous êtes en train d'accomplir une tâche et à un moment donné, il y a quelque chose qui coince. Imaginez, voilà, vous faites quelque chose, le truc se met pas au bon endroit ou peu importe. Vous regardez pour une solution, ça marche pas. Et après un moment, vous dites, bah, je vais vite demander à mon collègue parce que lui, voilà, il va m'aider. Vous allez voir le collègue, vous dites, tiens, j'aurais besoin de toi juste 30 secondes parce que voilà, j'ai un petit problème avec ça. Et votre collègue vous dit, je reviens dans 2 minutes. J'arrive dans 2 minutes, je termine ça et je suis à toi. Okay, vous allez revenir sur votre poste et avant que le collègue soit revenu, vous allez trouver la solution. Ça arrive très souvent, il y a plein de personnes, c'est des petites expériences de rien du tout qui a l'air anodine. En fait, on peut expliquer des choses par rapport à ça. C'est que, et ça c'est valable pour tout le monde, lorsque nous réfléchissons à un problème, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que le cerveau, il y a certaines zones qui vont s'activer pour résoudre ce problème. Le reste de notre cerveau va pas forcément s'activer. Ouais. Exactement. Quand j'en parle, je suis obligé d'activer la zone de mon cerveau pour formuler tout ça, pour que mon collègue puisse le comprendre. Donc en fait, j'ai une partie plus large de mon cerveau qui va être dédiée à ce même problème. Même si le langage, c'est une autre fonction, mais en tout cas, je vais activer une plus grande partie. Lorsque j'active cette partie et que j'en parle à mon collègue, alors ça semble bête à dire parce que c'est tellement automatique pour nous que voilà, ça semble presque ridicule à dire, mais quand je parle, j'entends ce que je dis. Mmh. Et donc, il y a cette partie qui écoute, qui va aussi s'activer. Okay, et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que quand je parle d'un problème, en réalité, je vais activer différentes zones de mon cerveau qui ne vont pas s'activer si je ne fais que y penser. Mmh. Et donc, le fait d'en activer davantage peut créer une synergie qui fait que le fait d'en avoir parlé, en fait, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, j'ai trouvé, j'ai compris, c'est bon, merci. Oui, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, que tout le monde peut comprendre. Et donc, je pense que ça peut aider les personnes qui n'ont pas fait de EMI à comprendre peut-être un peu mieux à quel point c'est important pour les personnes qui en ont fait une, de pouvoir en parler, puisque dans ce cas-là, on parle d'une expérience quand même surnaturelle. C'est quand même quelque chose de plus gros que juste j'ai un petit pépin avec mon ordinateur, est-ce que tu sais comment on fait ça dans Excel? Enfin voilà, des petites choses comme ça, quoi. Voilà. Mais ça va complètement dans le sens de ce que je te disais au début. Voilà. Pour un expérienceur, ce qu'il lui faut, c'est une oreille. Ouais. Donc, pour pouvoir parler. Et après, il va trouver son bazar tout seul, effectivement. Oui. Personne ne va régler le problème d'un expérienceur, mais voilà, c'est intéressant, du coup, de réexpliquer ça comme ça. C'est-à-dire le fait d'en parler, voilà, ça va aller mieux. Oui. Ouais. Merci, docteur. Non. Alors, moi, je ne fais que citer. Hein. Voilà, j'ai vraiment, sans aucune prétention, mais je pense que c'est important de souligner qu'il y a des études récentes qui vont vraiment dans le sens de comprendre les choses et d'arrêter d'essayer de prouver ci ou ça, mais simplement de clarifier. Et je pense donc c'est important de faire référence à ces personnes. J'en ai une autre ici. Alors, je pourrais vous citer pas mal d'exemples d'expérienceurs qui ont partagé leurs témoignages. Vous savez que moi, ce qui m'a amené aux expériences de mort imminente, c'est vraiment l'après. Donc, je me suis vraiment intéressé à quelles sont les difficultés par lesquelles passe un expérienceur. Et donc, voilà,
pas mal de références, mais voilà, petit à petit, au fur et à mesure des lives, je vais essayer de partager le maximum de choses. Mais donc là, c'est la thèse du doctorat du docteur Mathieu Delvaux de 2018, qui est aussi, vous pouvez la télécharger sur Internet, c'est très facile. Comme je vous dis, c'est assez long à lire, mais c'est vraiment intéressant. Ok, donc là, je vais prendre juste 2 petits extraits. Donc là, c'est l'extrait voilà, de quelqu'un qui a fait une EMI et qui partage un petit peu, voilà, pas sa colère, mais bon, il n'est pas content. En fait, ce qu'il dit, c'est « Je souhaiterais simplement que les professionnels médicaux et soignants reconnaissent qu'il se passe quelque chose que la science n'est pas en capacité d'expliquer. À aujourd'hui, alors pour moi, entendre un professionnel de santé dire que l'on ne souffre pas dans le coma, que la conscience ne survit pas après la mort, est incompréhensible. » Ok, donc ce sont des personnes, voilà, qui disent, voilà, moi je me suis réveillé d'un coma, j'étais en face d'un professionnel. En gros, j'essaie de lui expliquer quelque chose et le professionnel, voilà, pour cette personne-là, était complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que, voilà, entendre des paroles comme ça de la bouche d'un professionnel, voilà, bon, bah, comme ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est des rêves et tout ça, ou bien de dire, voilà, il y a pas de conscience et tout ça. Ben, pour certaines personnes, c'est plus acceptable. Et je sais que ça, c'est un sentiment que tu partages, Frédéric. Je vais juste en lire encore une toute petite. Le déni, la psychiatrisation, les tentatives de réduction à des explications scientistes sont insupportables. D'autant que les médecins sont caution et référence dans la construction des discours véhiculés. C'est-à-dire que les médecins, de par leur fonction, mais aussi leur statut, parce que le médecin, c'est pas seulement une fonction, c'est aussi un statut. Hein. Beaucoup de personnes encore aujourd'hui se tournent vers le médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe, docteur. Et donc, voilà, c'est des prises de conscience qui doivent se faire dans le milieu médical. Et comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un docteur qui parle de tout ça dans sa thèse de doctorat. Et comme je le disais, voilà, ça mérite d'être souligné. Ouais. Et puis il est temps que ça bouge vraiment aussi, quoi. Mais on va peut-être patienter encore un peu. Voilà. Je vais terminer sur une petite touche de quelque chose qui m'a vraiment plu dans toutes ces recherches. C'est le livre de quelqu'un qui s'appelle Patrick Sorel, qui a écrit un livre qui est gratuit. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Facebook. Vous tapez Patrick Sorel et le titre, c'est « L'expérience de la liberté intérieure ». Et donc, il dit plein de choses géniales. Je trouvais vraiment, il y a des idées vraiment géniales. Et il y en a juste une que je voulais vous partager ce soir. Je garde les autres en suspense. En fait, il dit qu'une EMI, c'est une révolution dans la vie d'une personne. Et il explique qu'une révolution, ce n'est rien d'autre qu'un retour à l'évolution. Et je trouvais ça intéressant parce que ce serait un petit peu comme si on disait, ben voilà, avant la révolution, ben on est arrivé au bout du bout, et puis à un moment donné, voilà, on pédalait dans la semoule, on faisait du surplace, voilà, enfin ça n'évoluait plus. Et la révolution, c'était en fait ce retour à l'évolution, c'est-à-dire c'est ce qui permet de se remettre en marche peut-être, et souvent évidemment dans une révolution, c'est de changer de direction. Est-ce que tu dirais, Frédéric, que ton EMI a été une révolution pour toi dans ce sens-là? Ben oui, complètement, parce que et je pense que le fait de mouliner et tout ça, c'est tous les filtres qu'on arrive à se mettre au fur et à mesure des années dans la société, dans tout ça, quoi. Donc effectivement, au bout d'un moment, ça s'arrête, il se passe plus rien. Et le EMI, c'est vraiment ça, ouais, tu fous tout par terre et tu retournes à la source quelque part, tu remontes sur le vélo et tu pédales de nouveau, enfin, jusqu'à ce que tu te remettes des filtres ou des choses comme ça. Je fais attention tous les jours. Moi, dès que je vois un filtre passer, je tends le poing et je le casse. Voilà. Mais oui, c'est tout à fait ça, en fait. Ouais. C'est de nouveau se remettre en piste. Ouais. Oui. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc, voilà, comme vous voyez, on est tous passionnés par le sujet, donc on pourrait tous en parler pendant longtemps, mais
les lives, c'est vraiment l'occasion aussi d'interagir avec voilà, les personnes qui regardent. Donc voilà, je propose qu'on retourne aux questions qui Oui, sont dans la box. autre chose qu'une question aussi, donc on dit encore une fois bonsoir aux nouveaux arrivants, bonsoir Alissa, je vois, et également recherche commune, et ainsi que Amy Hosanna. Désolé si je prononce mal, mais on a recherche commune qui nous demande, enfin qui va te demander, Afi, C'est ça. peut-être d'éviter le terme surnaturel. Voilà, ça plaît pas énormément. On parlait de la difficulté des mots choisis tout à l'heure. Ouais, je comprends. Et c'est un petit peu épineux. Comme quand je Alors, parlais de thérapie tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas le meilleur mot. non, je C'est suis tout à fait d'accord. Voilà. Je passe le Mais message, non, soit dit. je suis tout à fait d'accord. Et l'idée, c'est pas du tout de le justifier ou pas. Non, il faut je pas, suis rien. non, mais je Ouais. suis mais je suis content. C'est simplement que il faut aussi se souvenir qu'il y a toute une partie, comme je l'expliquais la semaine dernière, de personnes, une grande partie même de personnes qui aujourd'hui ne sont toujours pas au courant que des expériences de mort imminente ça existe. En effet. J'en ai encore rencontré, je pense, il y a 3 semaines. Quelqu'un à qui j'ai parlé et qui n'était pas du tout au courant. Et donc, les personnes voilà, qui tomberaient là-dessus, c'est plutôt dans ce sens-là, dire que pour eux, voilà, c'est des choses qui leur semblent un peu surnaturelles. Mais bon, voilà, je suis tout à fait d'accord en même temps avec voilà, donc, c'est vrai, le mot surnaturel peut prêter à confusion. Je ne le défends pas du tout, mais c'est aussi pour se mettre quand même à la place de personnes voilà, qui ne connaissent rien aux EMI, qui n'ont jamais entendu parler de Moody et qui pourraient se dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. Il n'y avait aucune animosité, hein, simplement. Oui, C'est oui. une question de termes, d'où Oui. la difficulté aussi Oui. de mettre des mots sur des choses qu'on connaît. Après, il faut pas oublier qu'on est en live, qu'on est en direct, qu'on est sans filet, qu'il faut trouver du vocabulaire rapidement pour pouvoir répondre. Donc voilà, moi, je suis un peu, côté de la fille. Enfin, il n'y a pas de souci avec les termes utilisés ou quoi, mais voilà, c'est vrai que moi, la seule hantise que je peux avoir sur nos lives, c'est vite de réécouter pour voir, ou écouter, en tout cas entendre si j'ai pas trop dit de conneries par rapport à ça, si tu veux. Voilà, le vocabulaire est vraiment important. Oui. Et bon, il faut comprendre que c'est un exercice quand même qu'on fait, qui est pas simple. Mais voilà, on essaye Elle d'être. explique, apparemment, donc c'est Sophie. Bonsoir à toi, Sophie. Ouais, Sophie, je l'avais reconnue. Voilà. Elle dit que le surnaturel peut être amalgamé avec la croyance, alors que précisément, il ne s'agit pas de croyance. Ouais. Donc, pour la clarification. C'est tout à fait juste. Hein. Donc, comme je disais, je ne voulais pas du tout défendre ce mot-là. Hein. C'était simplement pour expliquer, voilà, par rapport à des personnes qui ne connaîtraient pas du tout le sujet. Voilà. On a une petite question aussi pour vous, Pierre. Donc, Olivier nous demande, est-ce que vous avez fait la promotion de votre film auprès des chaînes télévisuelles au travers d'émissions grand public pour avoir une meilleure visibilité? Non, la promotion, faire une promotion, ça veut dire être invité sur les plateaux télé. J'ai envoyé, bien sûr, un dossier de presse à tout le monde. J'ai pas mal d'amis, puisque ça fait 30 ans que je fais ce métier. Mais malheureusement, c'est compliqué. C'est très, très compliqué de faire bouger les choses, à commencer par les médias. Donc là, j'espère qu'avec les scores qu'on a fait dans les salles de cinéma, il va y avoir peut-être une oreille attentive, ou voire même les deux. Mais c'est pas simple. On aimerait bien faire que les médias. Moi, je pense que c'est le rôle du journaliste de s'intéresser à des choses dont on parle peu, voire jamais. Il n'y a jamais eu de film cinéma de documentaires cinéma sur les expériences de mort imminente. Je suis quand même surpris de voir qu'il n'y a pas eu un seul article de presse, qu'il n'y a pas eu une seule chronique télé, une seule chronique cinéma. Sur ceci, enfin, il y a une chronique de RTL, donc merci, pardon. RTL et le Figaro, donc Figaro et RTL ont fait quand même deux belles chroniques. Mais voilà, enfin, donc, c'est compliqué, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que les journalistes vont y venir quand le film dépassera un certain seuil d'image ou d'entrée dans les salles de cinéma. Ils ne pourront pas ne pas en parler, quoi. Pardon de la réponse. C'est un peu, apparemment, comme Olivier le dit, c'est un peu sujet tabou également. C'est ça, ouais. Aussi d'en parler plus. C'est un tabou énorme. Le tabou de la mort, il est colossal. Mais oui, mais on parlait de filtres tout à l'heure. Il y a les filtres qu'on nous installe aussi dès la naissance et qui nous conditionnent les filtres sur. Alors déjà, le premier, c'est avoir
peur de la mort. C'est le premier filtre important. Et ça, je l'ai entendu dans le témoignage d'une personne dont j'ai oublié le nom, au sujet des EMI, justement. Et c'est un peu délicat de savoir, est-ce qu'il faut vraiment les mettre, les filtres, est-ce qu'il ne faut pas, suivant la propre éducation qu'on reçoit ou l'endroit où on vient au monde. Moi, je pense que c'est la première question qu'on devrait se poser. Hein. Qu'est-ce qui se passe après? On va où? Regardez, aujourd'hui, on a un exemple flagrant. Regardez la peur qu'elle entraîne. C'est la peur de quoi? La peur de mourir, là, avec le 19, là, où il y a le pire et le meilleur qui ressort. Hein. Moi, je parle du pire, là. Il y a des gens qui se font la guerre dans les supermarchés, qui dévalissent tout, qui s'en prennent, qui en vont aux mains, quoi. Enfin, et puis tout le monde qui s'enferme. Enfin, c'est effrayant. Mais au secours, tout ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas se confiner. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas. Mais attention, attendez, quand même, il faut savoir aussi. Voilà, Moi, dans tout ça, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont peur de mourir tous. Il y en a pas un qui a envie de vivre. Tu vois, parce que dans le comportement dans lequel beaucoup de gens sont en train de se placer, c'est pas la vie, ça. Enfin, voilà, pas... Bien sûr. Non, et c'est là où je me dis que, et ça c'est vrai pour avoir fait cette enquête en étant parti de zéro, hein, moi je pense que les expérienceurs sont une chance pour notre société d'aujourd'hui. Vraiment une chance. Complètement. 99% des gens ignorent complètement et n'ont jamais entendu parler de EMI. Vraiment, hein, alors qu'on est dans une société où on a accès à tout. Mais à part les 2% de privilégiés qui s'intéressent à autre chose qu'à leur nombril et qu'à leur steak, pardon, mais s'il y a très peu de gens aujourd'hui, on est dans une société où voilà, c'est métro, boulot, dodo, et puis voilà, tu poses pas d'autres questions, quoi. Oui, mais tu seras bien d'accord que des gens comme moi, comme d'autres, on est dangereux pour le système. C'est pour ça qu'il y a ces filtres. Bien sûr, parce que quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est heureux, qui est en paix avec sa finitude, il consomme moins. Oui. L'obstacle, c'est le marché. Le marché, il a besoin des peurs, parce que les peurs, ça fait vendre, ça alimente le marché. J'ai l'habitude de dire, mais c'est vrai, rien que le marché de l'armement, 2400 milliards chaque année, 2400 milliards chaque année. C'est pathétique, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Rien que ça, déjà, ça devrait questionner. Là, voilà, on a la peur, donc on va s'armer pour tuer l'autre. Mais ok, très bien, mais so what? Et je pense qu'effectivement, si on était tous en paix avec notre propre finitude, et ben le marché. Tout se casse la gueule. Comme moi, et tout l'argent va ailleurs, d'ailleurs. Mais voilà, on est prêt à accueillir. Et là, bon, je sais pas ce qui va se passer vraiment, mais quand je vois ce qui se passe avec cette fameuse pandémie, j'espère qu'on va tirer des leçons de ça. Hein. J'espère que l'homme va pas recommencer à faire ce qui. À chaque fois, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a des guerres, on recommence toujours, quoi. On recommence toujours la même chose. Là, j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience. J'espère que les gens vont être un petit peu plus. Peut-être qu'effectivement, cette pandémie va peut-être se poser les bonnes questions. Donc, c'est sortez de l'ombre. Oui, c'est ça, voilà. Vraiment, on a besoin de vous entendre, quoi. Et pour ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller dans la salle de cinéma, non pas parce que les salles de cinéma, forcément, vous touchez moins de personnes. Et d'abord, c'est parce que les chaînes de télé ne s'y intéressent pas. Et deux, en même temps, la bonne chose, c'est que vous êtes complètement libre dans le cinéma de faire ce que vous avez envie de faire. Dans les télévisions, vous n'êtes plus libre. Faites ce que la chaîne vous demande de faire, c'est différent. Et c'est ce côté liberté là que j'aime bien dans ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, c'est bon, c'est ce que c'est, mais ça va forcément prendre sa place petit à petit, et il n'y a pas forcément besoin de la télé pour ça. Bien sûr. Voilà. C'est plus long, c'est plus astreignant, c'est plus compliqué. Après, maintenant, je trouve que les réseaux sociaux sont là, grâce à vous, grâce aux chaînes YouTube. Voilà, on sent qu'on est. Voilà, on peut dire non, on peut dire stop. Hein. Heureusement qu'on fait des lives de temps en temps pour se détendre. Oui, mais moi, je crois justement que c'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui que le monde va pouvoir bouger. Vraiment. Pas dans les médias traditionnels qui sont tous liés au pouvoir. Hein, c'est évident. Toujours, les médias, depuis 50 ans, alimentent la peur.
Grâce à une Ouais. agence de presse, grâce à 3 agences de presse qui ont été créées dans les années juste après la guerre, ça fait 50 ans, ça fait 70 ans qu'on vous balance toujours les mêmes infos. Toujours les mêmes infos. Aujourd'hui, à part le coronavirus, c'est terminé. Le monde s'est arrêté. C'est fini. Il n'y a plus de problème de compteur Linky, il n'y a plus de problème de. Non, c'est fini. C'est fini. Ah, ouais. C'est terminé. N'oubliez pas. Le 5G, tout ça, enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais. Mais Non, bon. C'est le système, hein. Le système, la peur. Encore une fois, c'est la peur. C'est la peur. Allez. Vous en voulez encore? On va vous en remettre une petite soupe ce soir. Allez, hop, une soupe de peur, là. Pour bien maintenir dans la dépendance. On nous maintient. Moi, j'ai arrêté. Hein. J'ai coupé la télé. Bah oui, ça fait plus de 10 ans que c'est fait aussi, moi, mais ça fait du bien. Et puis la peur aussi, je voudrais dire ça un petit peu à tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans la peur. Servez-vous de ça comme d'un moteur, justement, pas d'un frein. Ouvrez les yeux, la peur, elle vous dit quoi? Elle vous dit attention, tu vas vers quelque chose que tu connais pas. Mais elle te dit pas de pas y aller, quoi. Voilà. Ça, c'est mon petit message de ce soir, là. La peur, servez-vous-en de votre peur, bordel. Ah ouais, sortez un peu là de vos trucs, là. Ouais. En parlant de sortir, on va s'écarter très légèrement du thème principal. Palais d'or, là. Non, j'ai pas dit ça, attention. Hein. Non. À propos du thème qui était la communication, on a Ghislaine qui te demande, Frédéric, est-ce que tu penses que le destin existe? Merci pour ta réponse. Grande respiration. Destin. Excuse-moi pour saluer Valérie qui nous a rejoint. Voilà, j'essaie de dire bonjour à tout le monde. Hein. Voilà. Oui. Sois poli et tais-toi. Destin, c'est-à-dire, j'ai un problème avec le vocabulaire. Oui. À l'avance. Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai bien compris ça comme ça. Alors oui, moi, dans ma compréhension, bien sûr, hein, je n'ai pas nous abattre de flammes ou de je sais pas quoi tout de suite derrière, mais ma vie aujourd'hui, je l'ai décidé aussi. Voilà. Chacun a décidé de ce qu'il est venu faire ici, de ce qu'il est venu expérimenter ici. Voilà, donc le côté destin, oui, enfin c'est prévu, en tout cas tout à l'avance, c'est écrit. Alors, les gens n'aiment pas entendre dire ça, parce que voilà, ils disent mais non, moi dans ma vie je fais ce que je veux, je suis libre, je suis ok. Sauf qu'on est tous sur une trame qu'on a décidé nous avant de venir. Hein, le fait que je sois un homme, que je sois marié, que j'ai des enfants, enfin bref, tout ça je l'ai décidé avant de venir. Et ce que j'explique, c'est qu'ici, en fait, on a un outil qui est incroyable, c'est le libre arbitre. Les gens en sont fiers de tout ça. Oui, moi, je pense et je réfléchis et j'ai mon libre arbitre. Ben, c'est justement ça qui t'écarte de ton destin ou de ce que tu étais venu faire. Voilà. C'est ce que j'ai pu ramener de mon expérience. Parce que quand je me suis retrouvé de l'autre côté, je me suis trouvé bien à côté de mes chaussures, en fait. Donc, voilà. Ce que j'ai compris, c'est que on est une énergie qui vient incarner quelque chose, qui vient expérimenter quelque chose dans la matière. Et on s'est fait un petit peu une ligne de conduite comme ça, voilà, tout ce qu'on avait besoin de venir incarner. Et il faut être vigilant à ça, quoi. Il faut checker à chaque fois tout ce qu'on est venu faire. Et puis, on a un temps, bien sûr, suffisant pour le faire, mais il faut pas trop traîner quand même. Et j'ai eu il y a pas longtemps une dame qui me disait derrière une conférence, j'ai très très peur de la mort. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? J'avais plus que 30 secondes pour lui répondre. Quoi. Et je lui dis qu'est-ce que vous regrettez en fait? Voilà, encore aujourd'hui. Et j'ai remarqué que tous les gens qui avaient peur de mourir en fait, c'est les gens qui avaient déjà plein de regrets. Alors les regrets, les choses qu'on peut pas changer, on les change pas, donc on les accueille. Hein, voilà, c'est fait ou c'est pas fait, c'est comme ça. Et puis tout ce que je peux changer, dès que j'ai 2 minutes, j'essaye de le faire. Et puis je le fais, voilà. Et c'est ça la vie, je dis bien. Voilà, c'est rien de plus compliqué que ça. Et donc oui, le destin, on est là pour faire quelque chose.
Maintenant, à nous de rester alignés dans tout ça pour être dans ce qu'on doit être. Et alors, la question qui vient derrière, mais comment je fais pour savoir si je suis dans mon truc? Eh ben, c'est que je me pose plus de questions en fait. Moi, tous les matins, je me lève et voilà. Comme dit, je respire, je suis vivant et je vais aller me faire ma journée comme tout le monde. Et je me demande pas ce que je fous là, quoi. Et donc, je sais que je suis bien à ma place. Voilà. À partir du moment que c'est que tu as toujours des questions, des choses, des trucs comme ça, c'est qu'on est peut-être un petit peu trop à côté de la plaque, quoi. Voilà, c'est ça. Je sais pas si je réponds à la question, mais voilà Je pense. ce que je peux dire là-dessus. C'est en tout cas oui, oui, il y a un destin, mais faut savoir l'accueillir, voilà. Parce que souvent ça nous plaît pas non plus, hein, ça c'est important aussi de savoir. Et là, ce que j'ai prévu de faire ne me plaît pas forcément non plus. Oui. Mais il faut que je le fasse. Oui. Voilà. Donc Peut-être que sur le papier, ça paraît plus facile. Puis quand on se lance, il faut assumer derrière. tu sais, c'est l'histoire que j'aime bien raconter. C'est tu vas dire à un gamin, attention, touche pas le four, c'est chaud, tu vas te brûler. Voilà. Tu vas passer ta vie à lui dire ça 50 fois, 60 fois. Le petit haut, il va tourner autour, jusqu'au jour où il va foutre la main dans le feu, enfin, dans le four. Il va se brûler. Et là, après, c'est lui qui va dire attention, le four, ça brûle. Ben, c'est un peu ça, en fait, ce qu'on est venu foutre ici. C'est se brûler la main dans le four. Et donc, le libre arbitre des gens, va, voilà, autour de toi, on va t'empêcher de te brûler, alors que tu es venu te brûler. Donc, voilà, c'est ça aussi, la vie. C'est-à-dire, ce que j'explique aux gens qui me le demandent ou qui sont en interaction avec moi, c'est je fais moi ce qui me semble bon de faire, même si c'est des conneries. Et surtout, je laisse les autres faire leurs conneries aussi. Enfin, j'interagis pas dans ce que quelqu'un d'autre veut faire. Souvent, tu sais, on dit tiens, je pense vouloir quitter mon boulot. Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'ai rien à penser moi. Toi, tu veux quitter ton boulot, bah quitte ton boulot. Qu'est-ce que je te dis? Toi, vas-y, fais l'expérience. Bah ouais, je vais pas te dire non, il y a du chômage, un machin. Non, quand tu quittes ton boulot, quitte ton boulot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, de mon côté, pareil. Si je te dis que j'ai envie de quitter mon boulot, je vais le quitter. Que tu me dises oui ou non, ça changera pas. Tu vois, c'est là-dedans aussi qu'il faut vraiment être vigilant dans tout ce qui se passe, quoi. C'est important. Et donc oui, on est destiné à faire des choses et plus vite on se cale dans tout ça, mieux on est, quoi. Ouais, Ici, on a Mika qui nous dit quelque chose d'intéressant par rapport à ce que tu as déjà expliqué au travers de tes conférences. Il dit que nous sommes partis d'un tout. Oui. Et c'est vrai que tu disais que, je vais dire de ce côté-ci, c'est un peu compliqué de trouver les mots. On a tendance à. T'as vu, hein, vas-y, cherche. Allez. Comme étant, je cherche, hein, ça carbure. On a tendance à penser qu'on est une seule personne en fait et qu'on est complètement séparé des autres, alors que tu as pu faire l'expérience en passant de l'autre côté que c'était pas forcément le cas. Tu as ton individualité. Oui. Et en même temps, tu fais partie de tout le reste. C'est ça. En fait, on est 4 là en visio, ouais. Mais énergétiquement, on est la même chose. J'aime bien dire, voilà, si je te marche sur le pied, c'est à moi que je fais mal. Mais c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre le truc. Et j'aime bien dire que on est dans la matière, en fait. C'est une nécrose de l'énergie. Et nécrose, pourquoi? Parce que c'est négatif. Enfin, c'est lourd, c'est pesant. Et en fait, le corps que tu nous présentes là, le mien, pareil. Voilà. C'est comme si on coagulait, tu vois. Voilà. Mais l'énergie qu'il y a derrière, la tienne, la mienne, c'est la même, quoi. Et l'énergie, tu vas comprendre ça, la conscience. Parce qu'il faut trouver des mots, faut mettre des mots. Donc, du coup, ce que t'es, ta réflexion, enfin, toutes les choses qu'on va mettre sur la conscience, eh ben, la tienne, la mienne, c'est pareil, quoi. Et on interagira différemment. Pourquoi? Parce qu'on va pas nécroser pareil. Et donc, ça va interagir différemment. Mais c'est tout. C'est la différence, elle est juste là. Donc après, à nous de se retrouver un petit peu en soi. Alors ça fait un peu après. Voilà, il faut se retrouver en soi, dans le cœur, dans le machin, enfin, un truc. Mais c'est vraiment ça. Et ce que je disais en fait, c'est que dès que tu arrives à vraiment te retirer, à être en toi, dans ton cœur, hop, tu seras jamais seul parce que du coup, bah, tu as accès à tout et à tout le monde. Enfin, c'est assez curieux quand même
quand les gens font de la méditation et qui touchent ce qu'ils appellent la nirvana ou je sais pas quoi, ben c'est juste parce qu'ils se retrouvent dans la soupe avec tout le monde, quoi. Et ça donne un boost assez incroyable. Et pourtant, le but, c'est de se retrouver en soi. Et dès que t'es en toi, ben, t'es en tout le monde. Enfin, je peux pas enlever ça de son contexte, mais, hein. Compliqué à se représenter, hein. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Ouais, parce que j'ai même du mal, moi, des fois, même en le racontant. Par contre, et ce serait intéressant, c'est de pouvoir mettre des images là-dessus. De ce côté-là, tu vois, le film et tout ça, enfin, ça peut être intéressant aussi. De venir mettre des images sur des mots. Ça apporte, comme on disait, mes tableaux, par exemple, voilà. Je mets une image supplémentaire sur une vision, sur ce que j'ai vécu. Et ça va encore apporter une autre lecture à la personne. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que, oui, Je peux peut-être rebondir sur une belle citation qui vient donc, du livre de Patrick Sorel, L'expérience de la liberté intérieure, qui dit « Habiter son corps n'est donc pas suffisant. Il faut être ce corps, se fondre en lui, quitte à s'oublier en tant qu'âme pour pouvoir mieux accomplir sa mission sur Terre. » Donc voilà, c'est encore une autre approche, mais c'est aussi de quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente. Voilà. Donc c'est ça, c'est complètement ça. C'est ton corps en fait qui va te permettre d'interagir avec l'autre, enfin dans la matière. En s'oubliant. Ouais. Donc il faut vraiment l'intégrer aussi, ce corps. Il faut pas le rejeter. Souvent, voilà. Moi on me dit vous êtes dans le magnétisme, dans le truc. Enfin voilà. Comme si j'étais dans les étoiles. Je dis non, je suis ici, je suis ancré, je suis dans mon corps. Mais c'est là où je trouvais que l'expression était, enfin, je trouvais ça sympa. Habiter son corps n'est pas suffisant. Oui, c'est ça. Oui, il faut être son corps aussi. Enfin, faut accepter, voilà, d'être dans cette incarnation. Enfin, je veux dire, d'être incarné pour faire des choses, quoi, pour être aussi. C'est pas juste pour voilà que le temps passe, mais c'est pour être quelque chose ici, pouvoir faire des choses. Ça, en fait, le discours est facile à comprendre quand tu as fait l'expérience de mort imminente. Je comprends maintenant les gens qui n'ont pas fait cette expérience-là. Et je rebondis juste là-dessus. On me demande souvent, vous faites des sorties astrales, machin, tout ça. Enfin bon, c'est des choses qui m'intéressent pas plus que ça. Sauf que il y a un intérêt. C'est que pour que quelqu'un puisse se rendre compte qu'il est un corps et une énergie, ces choses-là peuvent être intéressantes. Et là, à ce moment-là, il faut pas décoller et simplement croire qu'on n'est qu'une énergie et c'est de se nourrir de lumière et tout ce que tu peux entendre. Non, voilà, ça permet aussi d'aller intégrer un peu mieux ce corps-là, quoi. Et de bien sentir la différence que je disais. Je suis jamais, enfin, on n'est pas tout seul. Je suis un corps et une énergie. Donc à nous deux, on évolue comme ça. Et ça fait un peu schizo, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça. Tous ceux qui ont fait l'expérience de mort imminente, ils ont cette conscience-là. De dire, voilà, ils sont une énergie. Et le plus important pour moi aujourd'hui, c'est l'énergie que je suis. C'est pas le corps que je te présente. Et après ça, mon énergie est un corps, effectivement, pour entrer en interaction avec vous, échanger avec vous. Mais c'est pas ce que je suis. Voilà. Je suis autre chose. Mais dans ce qu'il dit, c'est intéressant. Il faut vraiment habiter ce corps-là pour pouvoir aller à fond dans l'expérience qu'on est venu faire, dans la matière, quoi. Voilà. Il faut avoir les pieds sur terre quand même. On est là pour ça. Donc, il faut vraiment, voilà, vivre ça à 100% aussi, quoi. Voilà, je sais plus. Oui, on peut rebondir là-dessus. Sophie nous demande, enfin certainement à toi, Fred, est-ce qu'on peut représenter l'énergie commune par un atome pour l'unité et toutes les particules qui lui donnent une charge? C'est scientifique, ça. Donc, est-ce qu'on peut représenter l'énergie commune par un atome pour l'unité et toutes les particules qui lui donnent une charge et un équilibre? Non, même après 2 fois, je ne comprends pas la question. Non, mais après, ce que je pense qui est important aussi, c'est que la représentation, c'est quelque chose qui peut être partagé, mais c'est aussi quelque chose qui peut être personnel. La façon de se représenter quelque chose, il y a certaines représentations qui sont très largement partagées par tout le monde. Il y a des représentations, par exemple,
parle pour moi, hein, qui sont très importantes pour moi, mais je sais que je suis le seul à me comprendre sur ces représentations-là, mais c'est pas grave. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire. Moi aussi, j'ai des trucs bizarres, je garde pour moi. Non, non. Donc voilà, se représenter l'énergie, je pense que, en tout cas, à travers les témoignages d'expérienceurs, il n'y a pas de mots. De toute façon, pour se représenter ici, les choses qui ont été vécues là-bas, et plus spécialement la façon dont elles ont été perçues là-bas. Voilà, il n'y a pas de mots pour dire. Il n'y a pas de vocabulaire. Il n'y a même pas les concepts de base qui permettraient de faire des constructions plus détaillées. Donc c'est pas évident. Donc je te renvoie la balle, Frédéric, mais c'est sûrement pas évident. Voilà. C'est sympathique, mais je la mets dans le filet parce que j'étais en train de réfléchir justement. Et effectivement, non, je sais pas répondre à ça au niveau de la représentation de tout ça. Enfin, oui, c'est vrai que c'est subjectif, la représentation. Justement, comme il n'y a pas de vocabulaire. Parce que c'est un peu space quand même comme affaire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se retrouve dans cette énergie, donc on va dire l'unité, un. Mais on n'est pas mélangé, mais on est mélangé quand même. Enfin, c'est un truc incroyable. Ce que j'aime bien dire, c'est le petit verre d'eau, tu vois. J'avais sorti ça encore il y a pas longtemps. On est tout à chacun une goutte d'eau. Et après, tu as un verre d'eau qui est rempli à moitié, et on va dire que tu quittes donc la matière, hein, donc on met la goutte d'eau dans le verre d'eau. Donc t'as pas disparu, t'es là, mais t'es où? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, on peut te ressortir en tant que goutte d'eau. Bon, c'est un peu comme ça que j'arrive à mettre une image sur ce qui se passe de l'autre côté, sur cette énergie-là, donc ce verre d'eau, plein de gouttes d'eau. Maintenant, comment représenter ça, je sais pas, parce que si de nouveau je vais chercher avec mon doigt ta goutte d'eau, je suis pas sûr que ça soit ta goutte d'eau que je récupère. C'est ce que Mika nous dit, hein, c'est que la représentation qui est très subjective. D'ailleurs, elle peut pas être autrement parce que c'est une représentation et que c'est très personnel, voire intime. C'est très vrai. Oui, voilà. Bon. Parce que question suivante, alors du coup. Question suivante, on a Alissa qui nous demande, c'est pour Frédéric, pour changer un peu. Ah oui. Elle nous demande, voilà, tu vis ta vie de ce côté-ci, tu as l'impression d'avoir suivi ta mission jusqu'au bout correctement. Tu arrives de l'autre côté et tu te rends compte que c'est pas le cas. Tu es passé complètement à côté de la plaque. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, je refais mon foin, j'essaye de revenir et de commencer. Rebelote. Et ouais, rebelote. Et souvent, les gens me disent, oui, mais moi, j'en ai tellement chié ici que le jour que je pars, je reviens pas. Je dis là, mon gars, c'est pas sûr. Et c'est pas toi qui décideras, surtout. Enfin, si, dans le sens, tu décideras, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, tout est prévu, tout est planifié. C'est-à-dire que je suis venu vivre des choses, ok? Des choses qui me plaisent pas forcément. Donc, si je les vis pas, je retourne de l'autre côté, on va me mettre face à ce que j'étais censé vivre et ce que j'ai vécu. Je vais être frustré quelque part. C'est pas ces mots-là qu'on utilise de l'autre côté, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Ah bah tiens, j'ai pas fait ça comme ça, ou j'ai fait ça comme ça alors que je devais pas. Enfin voilà. J'aurais qu'une envie en fait, c'est d'aller recommencer. Voilà. Et tant que je fais pas ce que j'ai prévu comme je l'ai prévu, je reviens avec un petit sourire sadique, c'est-à-dire je pense à tous ceux qui disent non, j'en veux plus. Eh ben réfléchissez bien en fait, parce que ce soit la maladie, que ce soit enfin tout ce qui peut être dégueulasse à vivre ici en fait. Hein. C'est pour ça souvent j'aime bien dire que de l'autre côté, on est plusieurs à être passés, voilà, la lumière, le paradis, voilà, l'enfer, on le vit tous les jours ici. Voilà, cherchez pas autre chose dans l'explication. C'est vraiment dans ce sens-là, et tout ça peut être vécu comme un paradis. Enfin, ce que j'avais dit la semaine dernière à Fille, j'ai dit tiens, ce confinement-là pour moi c'est un cadeau. Bon, on n'a pas eu trop de réflexion, on n'a pas eu trop de coups de fusil ni de quoi que ce soit. Mais c'est comme ça que j'ai pris ça la semaine dernière, voilà, et c'était vraiment réel. Et là, on est dans le juste en fait, voilà. Je dois vivre ça, comme beaucoup d'autres, le monde entier apparemment. Mais en tout cas, moi, voilà, je le vis comme un cadeau, donc quelque chose de positif. Et je vais en retirer forcément quelque chose de positif dans tout ça.
Donc, pour expliquer, c'est ça, quoi. Voilà, c'est effectivement, c'est ce que je dis en conférence. J'ai l'impression d'être là sur mon chemin. Et je fais un petit peu le malin, voilà, j'ai changé, j'ai dans mon comportement, dans ma manière d'être. Mais j'ai encore cette petite trouillasse derrière la tête qui me dit, merde, est-ce que t'es pas encore en train de faire un truc de travers, quoi. Là, je m'en apercevrai assez tôt, hein, c'est-à-dire que voilà, le retour de l'autre côté, de nouveau les livres, ou voilà, et on te montre ce que tu as fait, ce que tu devais faire, et voilà. Après, ben, s'il y a encore des choses à régler, ben, je viendrai les régler. Et c'est ça qu'il faut. Hein, on note. Ouais, et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et souvent, les gens s'en aperçoivent même dans la vie, c'est-à-dire, ah, mais j'ai l'impression de vivre toujours la même chose. Ça tourne un peu en boucle et tout ça. Ouais. Eh ben, écoute, la prochaine fois que ça te passe devant le museau, essaye de voir un petit peu ce que t'en fais parce que t'en fais pas la bonne chose. Si ça revient, c'est que t'as pas compris, en fait. Donc voilà, c'est même déjà dans la vie, en fait, ça nous le fait. Il y a plein d'exemples, puis chacun derrière son écran va en trouver au moins un ou deux. Mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu as des choses qui arrivent comme ça en boucle, en plus, ça va aller de plus en plus négatif. C'est-à-dire que moins tu comprends, plus ça va être virulent pour te faire comprendre, quoi. Et voilà, donc quoi dire d'autre? Oui, j'espère, comme tous, être sur mon chemin, puis pas trop faire de conneries, voilà. Mais si j'en fais, pourquoi pas, je les assumerai, hein, parce qu'il n'y a pas de souci. C'est un truc qu'il faut comprendre aussi. Soyez qui vous êtes, en fait, et n'ayez pas peur d'être voilà. On n'a pas toujours la tête pleine d'arc-en-ciel et de choses comme ça, hein, voilà. Donc, mais faut assumer ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait, et puis ça se passe plutôt pas mal. C'est mieux en tout cas. Ouais. Sur le papier, ça n'a pas l'air compliqué en tout cas. Ouais, mais même en dehors, tu sais, c'est voilà. Il faut pas chercher à voilà. Tu sais, j'aime bien dire ça aussi. La dernière fois, on m'a traité de con. Bon, voilà, c'était pas forcément ce qu'on. C'était pas un monsieur avec une guitare, non. Hein, de quoi? C'était pas un monsieur avec une guitare? Peut-être. Ah. Il était pas un peu transparent, non? Il était physique. Oui. Non, si. Il était transparent. Non, c'est pas le problème. C'était lui. Dans le sens, il me traite de con parce qu'on n'était pas d'accord, voilà, sur un sujet, et puis on n'aurait jamais été d'accord de toute façon. Mais j'ai eu ce petit truc là comme ça, et je suis assez content de le ressortir quand je peux. C'est je vais simplement demander la définition d'un con, en fait. Et je lui dis, mais un con, c'est être différent de ce que t'es, de ce que tu penses. Il m'a dit, bah oui. Alors j'ai dit, ok, c'est bon, c'est moi le con. Et ça m'a fait du bien, et lui un peu moins. Voilà. Mais voilà, ça rejoint ce que je suis en train de te dire, qu'il faut pas avoir peur d'être un con. Ou, voilà. Si c'est toi le con, ben prends, et puis avance avec ça, quoi. Ouais. Je voudrais rebondir peut-être, Frédéric, sur voilà certaines difficultés, parce que voilà, en rapport avec le thème de ce soir, qui est de devoir faire comme si. Oui. Ça t'a pris un certain temps avant de faire le grand saut quelque part. Oui. Une fois que voilà, tu as eu ton EMI, puis à un moment donné, tu as voulu en parler. Tu as vu les réactions qu'il y avait autour de toi, etc. Donc tu t'es dit, oh là là, on va quand même être prudent. Oui. Puis à un moment donné, voilà, tu sens que c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui, selon toi, a été le déclic pour toi pour faire le grand saut et pour décider d'en parler, qui pourrait vraiment peut-être aider des personnes qui sont encore dans le silence aujourd'hui ou dans la difficulté par rapport à ça? Ben, en 2009, je vis cette expérience-là qui est extraordinaire quand même, hein, avec le recul, qui est même plus qu'extraordinaire, et qu'une seule envie, c'est de la raconter à tous, pour enlever cette peur de la mort, pour essayer d'apporter quelque chose de différent dans la compréhension de la vie, tout ça, tu vois, voilà. Oui. Quelque chose de plus léger, et de me dire, mais on s'emmerde vraiment, en fait. C'est plus simple que ça, quoi. Voilà. J'ai vu ça, je vais vous raconter ça, ok? Donc, j'avais ça en moi, que je tais forcément parce que l'accueil n'a pas été très sympathique, d'une part, parce qu'on me prend vraiment pour un demeuré. Donc, ça, c'est quand même pas quelque chose de simple voilà.
à recevoir. Mais ce qui a eu comme déclic, c'est que je suis resté 3 ans à peu près comme ça, mais très mal. Hein. Donc, le médecin me proposait juste des anxiolytiques pour que j'arrête de parler, en fait. Voilà. Pour que j'arrête de me poser des questions, pour que j'arrête de si. Je dis, écoute, c'est gentil, mais non, mais ça va te faire du bien, ça va te reposer. Voilà. C'est un peu comme ça. C'était le discours qu'on te donnait, quoi. Et si tu veux, au bout de 3 ans, alors ça a mis 3 ans quand même, mais j'ai senti en moi monter, tu vois, comme une espèce de violence, vraiment. Et je me suis dit, si je continue, je vais devenir fou. Mais là, vraiment fou. Et les gars qui vont avoir à me gérer, ils vont avoir du mal. Voilà, je sentais que je partais vraiment dans quelque chose d'assez violent, en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, tu perds pied, en fait. Voilà. Et j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit, putain, t'es pas revenu pour ça. Donc, tu vas parler. Voilà. Et celui qui est pas prêt à entendre ce que tu as à dire, bah, c'est son problème. Voilà. Je me fous complètement de ce qu'on va penser de moi et j'ai tout envoyé ça à chier en 10 minutes, en fait. J'ai dit, on pourra me prendre pour un fou. Moi, je sais que j'en suis pas, hein. Maintenant, celui que mon discours va déranger, c'est son problème, c'est pas le mien. Et je suis parti avec ça. Et du coup, alors ça m'a fait un bien fou et avec une appréhension parce que je me suis dit, forcément, tu vas pas plaire à tout le monde. Ce que tu as à dire, c'est quand même. Et je me suis aperçu, en fin de compte, que si, voilà, ça a fait du bien à beaucoup. Ça plaisait aussi, ça a pas plu aussi, mais bon, j'ai essayé d'échanger un petit peu. Mais bon, quand tu as des points de vue différents, ben, c'est compliqué de faire changer les gens et surtout, j'ai aucune envie de faire changer les gens. C'est, voilà, je dis ce que j'ai à dire et c'est tout. Après, chacun en fait ce qu'il a à en faire, quoi, c'est tout. Donc voilà, ce déclic, c'est ça. C'est soit tu pars et tu vires complètement fou et là t'es perdu pour toi, soit tu te mets à parler. Et, je savais déjà au fond de moi que ça allait me faire du bien. Et j'ai simplement, c'est les autres qui te prendront pour un fou. Mais comme tu le seras pas, c'est pas bien grave en fait. Voilà. Chacun peut penser, voilà, ce qu'il veut de toi. Tu vois, il y a l'ego aussi qui est tombé par terre, voilà, tout ça, je m'en fous complètement. Et j'ai eu une crainte, tu la connais, c'était que j'avais la garde de mes enfants. Et j'avais qu'une crainte, c'est que on vienne me les enlever parce que mon discours était pas très net. J'ai pris ce risque-là et voilà. Bon, ils sont partis d'eux-mêmes. Maintenant, ils sont chez leur maman, donc c'est leur choix et ça me va très bien parce qu'aujourd'hui, j'ai plus aucun frein par rapport à tout ça. Donc, voilà, c'est. Mais il faut savoir, voilà, que je me mets à la place des gens qui sont encore là aujourd'hui dans le silence et ça fait 20, 25, 30. On a eu le cas d'une dame, là, ça fait plus de 40 ans qu'elle a ça dans la tête. Elle en a parlé au début, c'était en 1966, je crois. On l'a quand même interné 6 mois. Donc derrière ça, elle a plus rien dit à personne. Donc voilà. C'est pour ça en fait que c'est important pour moi, pour vous aussi là. Vous êtes là aussi pour ça. Hein. Faire avancer tout ça, quoi. C'est vraiment soulager les gens. Ouais. Ça coûte rien, et ça peut que faire du bien, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, on arrive petit à petit vers la fin de ce live, donc voilà. Enfin, est-ce que tu voulais encore peut-être partager certaines choses ou peut-être on avait encore peut-être une question qu'on voudrait encore prendre? Une question, oui, pour vous, Pierre. Donc c'est à nouveau Sophie, très active ce soir, Sophie, qui vous demande. Bravo, Sophie. Elle vous demande qu'est-ce qui vous a amené à faire votre film? Qu'est-ce qui vous a amené à faire Thanatos? J'ai essayé de faire quelque chose de positif, de lever un tabou, qui est le tabou de la mort, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai aussi ma culture journalistique qui fait que j'aime bien faire des enquêtes, et des enquêtes voilà, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur un grand média. Et le cinéma, pour moi, est un grand média. Donc voilà, en même temps, ça a été, je pense, l'aboutissement d'un parcours. Moi, ça fait 30 ans qu'encore une fois que je milite pour une information positive qui donne du sens, qui permet de construire autre chose et surtout qui répond à des enjeux de nos sociétés. Et je pense que la peur de la mort, ça serait peut-être bien de l'enrayer un petit peu, quoi. Parce qu'on vivrait différemment aujourd'hui, on vivrait mieux, on consommerait moins,
on serait plus respectueux des autres, de la planète, de tout, quoi. Donc, ça me semble utile, en tout cas. Merci. Voilà. Voilà, merci à toutes et à tous, et un super grand merci, évidemment, à Pierre, voilà, qui nous a fait le plaisir. Non, vraiment, c'était vraiment un plaisir. Enfin, et je sais que voilà, c'était une surprise, voilà, pour. C'est un plaisir largement partagé. Merci Frédéric, et continue. Ouais. T'es une chance. Et moi, je te dis, ça a été un enrichissement énorme. Moi, comment ça s'appelle, un pourri gâté de pouvoir avoir accès à des gens comme toi, de pouvoir avoir accès à des histoires incroyables, des histoires folles et qui font grandir l'humanité. Donc merci, et puis continuez. Bah, c'est le merci dans tous les sens, hein, c'est un partage. Donc voilà, enfin, c'est ce que je disais. On fait tout du tout. Voilà. On se roule dans les merci, on ronronne. ouais. Prends, voilà. Voilà, donc. Ok, et voilà, bon, donc très bonne soirée. Et puis, je pense qu'il est possible qu'on se refixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live, Frédéric. Allez, Vince. ils vont finir par appeler ça vivement dimanche. Hein, je crois. On va griller l'autre sur la 2, là. C'est ça? S'il veut venir partager quelque chose, non. En fait, on va juste le remplacer. Quoi. Voilà. Si tu m'entends, Michel, tu restes à ta place. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est en étant comme ça qu'ils vont vouloir venir, mais voilà. Non, vivement dimanche, c'est le soir maintenant, c'est bien. Voilà, donc merci encore à tous, et puis à la semaine prochaine, et merci encore Pierre d'avoir été avec nous ce soir. Ouais. Merci à vous. Super surprise. Ciao. Ouais, ciao. Salut Vince, bisous. À bientôt, merci. Ouais.